sur nos plaines. Le Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr. Afin que chaque Français puisse reprendre ses droits, afin que nous soyons libres, le Conseil national de transition vous réinforme. Nous sommes le Conseil national de transition et nous vous souhaitons la bienvenue dans la France libre. L'information tout de suite avec Philippe et Bruno. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vais commencer ce soir pour vous dire un certain nombre de choses qui vont vous intéresser, j'en suis certain. Donc, hier, nous avons pu voir que notre fondateur Éric Fiorilde récupère peu à peu ses forces après ces 7 mois d'incarcération abusive. Il est encore un peu fatigué par cette épreuve, mais on voit qu'il reprend du poil de la bête. Nous restons fidèles à notre développement efficace du programme élaboré par lui et conforté par le travail de nos commissions. On invite tous nos spectateurs à ne pas hésiter aussi à aller sur conseilnational.fr et conseilnational.tv pour voir toutes les vidéos des émissions faites par Éric depuis 2 ans que nous avons pu réussir à protéger de la censure grâce à la plateforme Crowbunker. Alors, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh bien, dans l'actualité de notre dictature bien-aimée, nous avons retrouvé notre Laurent Fabius, qui, après s'être illustré sinistrement dans l'affaire du sang contaminé, va de nouveau être considéré comme responsable, mais pas coupable, par ses acolytes de l'oligarchie, quand le scandale mondial sera dévoilé. Donc, on va développer tout ça tout à l'heure. En introduction de notre sujet de ce soir, je vais vous lire des informations très claires qui ont été publiées récemment et directement sur le site Profession Gendarme destiné aux gardiens de la paix. Donc, ça veut dire que les gendarmes et les policiers sont parfaitement informés de tout. L'article 225.1 du Code pénal français interdit toute discrimination entre les personnes physiques en raison notamment de leur état de santé ou de ses opinions. Cette discrimination est punie en vertu de l'article 225.2 du même code, de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elle consiste effectivement à une discrimination. Donc, c'est important de rappeler ceci. Dans notre pays, les normes les plus élevées, celles contre lesquelles aucune loi ne peut aller, c'est bien la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée le 28 août 1789. Toute loi, toute convention internationale doit obligatoirement y être conforme. Elle établit dans son préambule les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, évidemment de la femme, afin que ces actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés. Les principes de la DDHC sont: dans son article 1, elle établit que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ainsi, le gouvernement ne peut établir de discrimination entre les vaccinés et les non-vaccinés. Dans son article 2,
sont énoncés les 4 droits naturels et imprescriptibles de l'homme, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ainsi, la liberté de chacun doit être préservée. Chacun doit pouvoir dire non à une couspi faite par un produit douteux, expérimental, responsable d'accidents graves et de morts, des milliers aujourd'hui dans le monde, et dont l'efficacité, si elle existe, ce qui n'est pas démontré, ne dure que quelques mois. Ainsi, il appartient à ce gouvernement d'assurer la sécurité du peuple, ce qu'il ne fait pas lorsqu'on considère qu'il y a dans ce pays 3,2 millions d'agressions par an, dont de nombreux homicides par couteau, égorgements au nom d'idéologies mortifères et même des têtes coupées. Ainsi, il est inadmissible que des juges imbéciles déclarent qu'une maison squattée doive le rester au détriment du droit de ses propriétaires. Il conviendrait de squatter les maisons de ces juges ou des leurs afin qu'ils prennent la mesure de leurs décisions. Le droit de propriété inviolable et sacré est encore énoncé dans l'article 17. Ainsi, les Gilets jaunes et aujourd'hui les opposants au pass sanitaire, qui n'est qu'une forme d'Ausweis nazi, sont légitimes à résister à l'oppression. Si les manifestations ne suffisent pas, il faudra monter d'un cran, puis éventuellement se débarrasser par la force des tyrans. Je ne reviendrai pas sur les autres articles, tout aussi importants, car je veux en rester à la hiérarchie des normes. Ceci signifie que rien ne peut contredire les articles susmentionnés, ni nos constitutions qui viennent en seconde position, ni le troisième niveau représenté par les traités internationaux, auxquels on peut cependant, semble-t-il, déroger du fait qu'il n'y a aucun autre moyen de rétorsion applicable. Ou bien les lois votées par le Parlement qui semblent avoir régressé à la 4e position, mais l'affaire n'est pas claire. Ni ce qui vient après, c'est-à-dire les décrets et différents règlements. Donc, non, rien ne peut s'opposer aux principes sacrés de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En conséquence, aucune de nos constitutions ne peut déroger à ces principes. Une constitution qui trahit les principes les plus sacrés du peuple français. La constitution de la Ve République à laquelle nous sommes soumis trahit totalement les principes de la séparation des pouvoirs et son rédacteur Michel Debré ne s'en est jamais caché lui-même. Dans un discours à l'Assemblée nationale du 15 janvier 1959, il a dit qu'elle établit un régime gouvernemental de type parlementaire. Et plus loin dans le même discours, il reconnaît qu'il n'a pas établi de séparation des pouvoirs. Tant en ce qui concerne la loi que le budget, il n'y a pas de responsabilité séparée. Pour le bien commun, le travail se fait en commun et le gouvernement y a sa part. Il n'est pas plus de gouvernement souverain qu'il n'est d'assemblée souveraine. C'est énorme, ça. Le propre rédacteur de notre Constitution a reconnu que le peuple n'est plus souverain. Autrement dit, que ses représentants, les députés, ne servent strictement à rien d'autre que de prendre acte des décisions du pouvoir exécutif. D'où toutes les dérives totalitaires qu'on subit en ce moment et qui n'ont fait qu'empirer d'un président à l'autre. Que reste-t-il au peuple alors, sinon une révolution pour renverser les tyrans et leur faire subir le sort qu'ils méritent? Voilà ce qui a été écrit dans Profession gendarme. Donc, je le répète, les forces de l'ordre, les gardiens de la paix sont parfaitement au courant de la situation. Eh bien, nous, au CNT, nous disons qu'il reste une solution. Le CNT, qui propose une évolution et non une révolution, et une transition non violente. Bravo à ceux de plus en plus nombreux qui en sont conscients et qui nous écoutent. Et voici les slogans qui doivent être diffusés partout demain, ce samedi, que j'espère va être vraiment un grand jour de manifestation. Premier slogan, non au crime contre l'humanité. Deuxième slogan, sans constitution, république illégitime. Et troisième slogan, gendarmes et policiers, libérez-nous. Donc, dupliquer partout cette banderole et marcher vers les gendarmeries et les commissariats. C'est ça le plus important. Allez voir les forces de l'ordre, allez voir les gardiens de la paix pour que justement ils jouent leur rôle de gardiens de la paix et qu'ils défendent le peuple contre la tyrannie. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui pour commencer et je pense que c'est très important que chacun en prenne conscience. Et maintenant, à toi Philippe, je te passe la parole. Merci Bruno, bravo, quel enthousiasme, c'est tout à fait très bien dit. Je voudrais effectivement revenir sur ce qui a pu être dit hier par Eric. On a écouté ses paroles attentivement. Et il a voulu s'excuser d'avoir mal compris une partie du droit.
je ne suis pas sûr que l'excuse était justifiée. C'est-à-dire qu'il existe dans un article de juin 2014 du Conseil constitutionnel, de chez nous, de France, hein, article 16 de la DDHC, cet article stipule que l'article 16 de la DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est la clé de voûte des droits et libertés. On est en 2014. Donc, il n'y a pas eu de dégressivité, si je puis dire, il n'y a pas eu de dégraissage ou de retrait d'une quelconque valeur de cette DDHC. Bien au contraire, en juin 2014, on réaffirme un certain nombre de droits et de hiérarchie des normes, en l'occurrence, effectivement, selon laquelle la DDHC, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, reste bien la pierre angulaire du bloc constitutionnel de notre Constitution, qui par ailleurs, je le rappelle, est constitué également du préambule de 1946, de la Constitution de 1946 et de la Constitution de 1958. Voilà ce que je voulais remettre au point. Et puis dire aussi également que même sans la DDHC, sans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, le CNT est légitime, car depuis les lois Covid et même les lois pour les 3 vaccins, pour les nourrissons notamment, les gouvernements commettent des crimes contre l'humanité. Alors je rappelle qu'un CNT, c'est fait pour lutter dans un pays donné contre des crimes, et en particulier des crimes contre l'humanité. Quant au texte dont parle Éric Fiory, le fameux texte qui était sorti de sa tête, il avait fait une projection, il avait fait une sorte d'utopie, une sorte d'invention sur une nouvelle organisation judiciaire. Eh bien, ce texte-là, en dire que c'est un délit de faux en document administratif, c'est évidemment juste hallucinant. C'est pas normal. On ne peut plus écrire une proposition de ce fait-là. Ça tient pas la route. Donc, il y a un certain nombre de corrections qu'il fallait faire par rapport aux accusations qui sont portées contre lui, ou des reprécisions, ou des recadrages. Et voilà, il était bon de pouvoir le dire ce soir. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut enchaîner, peut-être Sylvain, sur le sujet du jour. C'est peut-être le moment d'avancer là-dessus. À toi. Oui, j'allais juste partager avec vous un petit peu d'actualité en images. On va partir du côté de l'Italie. Collega Mollicone, deputato Mollicone, la richiamo all'ordine. Tornate al vostro posto e depositate i cartelli. La seduta sospesa. Ma dimmi che non potevano sospenderla prima a questo punto. È anche più bello sospenderla per una questione costituzionale. Libertà, libertà, no Green Pass, 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 no Green Pass. Voilà pour l'actualité en images. Nous allons pouvoir passer à notre sujet du soir. Ce qu'on vient de voir concernant l'Italie, donc, concerne le pass sanitaire italien qu'ils ont appelé la Green Card, un peu en référence à la carte verte qui existe aux États-Unis. Donc, on voit bien sur la vidéo des manifestants qui prennent leur carte verte et qui la brûlent. Donc, ce sont des gens qui sont déjà vaccinés et qui ne supportent pas les atteintes à la liberté. Tous les vendredis soirs à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Au constat que la majorité des peuples de la planète subissent leur gouvernement comme une autorité supérieure, proposition d'une action offrant une transition vers un nouveau modèle de gestion des sociétés humaines par la création d'un corpus juridique en faveur des droits des peuples.
À l'inverse de la logique et des textes officiels présentés, les gouvernements se considèrent au-dessus des peuples et souvent au-dessus des lois qu'ils imposent à leur peuple. Or, l'État étant un organe de gestion émanant de la volonté du peuple, il doit être par définition perpétuellement soumis à la souveraineté de celui-ci. La souveraineté du peuple est reconnue comme base de civilisation depuis les droits de l'homme établis à la fin du XVIIIe siècle et réaffirmés par les 193 pays signataires de l'ONU, qui stipulent que les peuples sont en droit de disposer d'eux-mêmes. La Cour suprême du peuple souverain, basée sur le principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes selon la charte de l'ONU, est une entité gérée et représentée par des citoyens du peuple dont le but est d'exercer une autorité suprême sur la gouvernance d'un pays. Conseil constitutionnel, Cour suprême, notre sujet de ce soir. Waouh, c'est vaste sujet parce que là, on est en plein dans le cœur de la matrice, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, c'est quelque chose qui émane de la République actuelle et qui existe depuis plusieurs républiques. Et la Cour suprême du peuple souverain, c'est pour son titre complet, c'est quelque chose qu'il est en train de se mettre en place ou qui se mettra en place quand les choses le seront, justement. Donc, comment l'un répond par rapport à l'autre? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le rapport entre les deux, quoi? Eh bien, tout simplement, je dirais que la Cour suprême du peuple souverain, elle va, dans un futur, chapeauter le Conseil constitutionnel. Et ça va changer tout. C'est un petit peu comme à l'image du droit et des cours légitimes qui vont venir chapeauter l'appel lorsque les justiciables viendront en appel d'une décision d'un juge. Et bien là, c'est un petit peu la même logique, c'est-à-dire que les cours, Conseil d'État, excusez-moi, le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle vont être également chapeautés par la Cour suprême du peuple souverain. Voilà, c'est ça l'articulation. Il y a pas d'opposition de l'un à l'autre. Il y a juste une hiérarchie claire. C'est-à-dire que dans la Cour suprême du peuple souverain, c'est le peuple, comme son nom l'indique, qui va décider lorsque seront tirés au sort parmi des personnes volontaires, des personnes qui justement vont traiter d'un sujet. Alors ça peut être divers sujets de différentes natures, mais c'est clairement cette décision-là qui va être prise. Alors si on veut prendre l'exemple du pass sanitaire, par exemple, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passerait dans une logique où nous serions déjà dans une logique de Cour suprême du peuple souverain? Eh ben, le peuple serait appelé, la Cour suprême serait appelée, à mon avis, 700 personnes à peu près, hein, pour décider de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut maintenir ce pass sanitaire ou est-ce qu'on veut ne pas le maintenir? Et si on ne veut pas le maintenir, quelles sont les conséquences au niveau justement sanitaire et quelles sont les conséquences au niveau politique, quelles sont les conséquences au niveau financier et vis-à-vis de quel groupe de personnes, sachant que la Cour suprême du peuple souverain, comme son nom l'indique, a pour mission de s'intéresser au bien public, c'est-à-dire à la grande majorité des personnes et des citoyens, et non pas à une minorité de personnes qui chercheraient à tirer profit de situations privilégiées. Voilà. Donc, ce que je voudrais simplement dire dans cette articulation-là, c'est à quoi sert le pass sanitaire. Alors, aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, selon les cas, on est en mesure de dire que ce pass sanitaire, il est contraire à un certain nombre de règles. Et pas de règles de demain, pas de règles du CNT, pas de règles de la Cour suprême du peuple ou des lois qui sont à faire. Pas du tout. Il est contraire à des lois existantes. C'est-à-dire que dans le cadre des lois existantes, il est déjà en infraction. Et pas par une loi, pas par deux, mais j'ai noté environ 14 à 15 lois que je vais citer. Excusez-moi si je suis un petit peu didactique et un petit peu long, mais je crois que notre rôle d'information générale, il passe aussi par ça. C'est-à-dire que vous puissiez vous dire, eh bien, dans telle vidéo, tel numéro, tel jour, telle heure, le CNT a expliqué pourquoi les passes sanitaires sont contraires à un certain nombre de règles que voici. Première règle, il est contraire aux droits de l'homme, article 2. Deuxième règle, il est contraire, le pass sanitaire, à la Constitution française, article 55. Troisièmement, il est contraire au Code civil, article 16. Il est contraire ensuite, quatrièmement, au Code pénal, article 225. Il est en numéro 5, donc contraire au Code du travail, article 11-32. Il est contraire ensuite au Code de santé publique, article R27.31. Il est ensuite contraire au Code de déontologie médicale, article 36.
Je lis là, puisque de mémoire, ce serait compliqué. Et il est contraire au serment d'Hippocrate, ça on l'avait à peu près compris. Il est contraire à la loi du 13 juillet 1983. Il est contraire à la loi numéro 2002-3032, dite loi Kouchner. Il est contraire au Conseil de l'Europe, résolution 97, article 5. Il est contraire à la déclaration de Helsinki, excusez-moi, de 1996. Il est contraire à la déclaration de Genève de 1948. Et pour finir, il est contraire à la déclaration de Nuremberg de 1945. Voilà. Donc, c'est ce qui s'appelle naître avec un certain handicap. Ce pass sanitaire, il est contraire à tout ça. Donc, il est évident que normalement, en toute logique et en toute société qui serait normalement démocratique, il y a longtemps qu'il aurait dû être enterré. Or, il est toujours vivant, plus que jamais, et on nous l'impose. Donc, il faut absolument faire quelque chose. Aller voir les élus, leur expliquer, leur demander comment se fait-il qu'en étant contraire à autant de codes, il est possible qu'on puisse mettre en avant un principe qui s'appelle le pass sanitaire. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, on n'a pas les réponses et on pose des questions dans la rue et on n'a toujours pas les réponses au niveau politique. Voilà ce que je peux dire. S'il y a des questions par rapport à tout ça, je répondrai avec grand plaisir. Ben, je vais te poser une question, Philippe, concernant le rapport entre le Conseil constitutionnel et la Cour suprême du peuple souverain que Oui. donc le CNT propose. Donc, quand le CNT sera installé, quel est l'organisme de ces deux organismes qui aura pouvoir sur l'autre? Quel est l'organisme qui sera au-dessus de l'autre? Voilà, donc j'ai un peu répondu à la question, mais c'est bien que tu la reposes parce que ça concerne tout le monde. Bien évidemment, c'est la Cour suprême du peuple souverain qui sera au-dessus du Conseil constitutionnel. C'est évident. Qui peut-être à un moment donné, à terme, le remplacer. Ce qu'on cherche à faire dans un premier temps, c'est conserver les organisations telles qu'elles avaient été prévues. Or, une organisation, elle peut être tout à fait vertueuse, mais elle peut être aussi rendue avec le temps, comme on le constate aujourd'hui, tout à fait pernicieuse, parce que mise en place par des personnes qui n'ont pas le bien commun en tête. Hein. Aujourd'hui, qui est le président du Conseil constitutionnel? On se souvient que cette même personne a eu maille à partir avec l'affaire du sang contaminé, dont elle s'est sortie avec une accusation, avec une expression qui encore aujourd'hui est dans toutes les mémoires, responsable, mais pas coupable. C'est une notion tout à fait moderne qui a sauvé la tête de ce monsieur symboliquement, hein, et qui est toujours donc président du Conseil constitutionnel. Voilà. Donc, est-ce qu'on veut véritablement mettre à des postes clés, à des postes qui réclament de la vertu, une vertu totale, qui réclament d'être réveillés, bien entendu, mais d'être surtout au service du bien commun? Est-ce qu'il est logique, normal, de mettre à la tête de ces institutions des personnes qui ont un tel passé? Personnellement, je ne le pense pas. Voilà. Donc, on va faire appel dans le Conseil, pardonnez-moi, dans la Cour suprême du peuple souverain, on va faire appel, comme je le dis souvent, à des vertueux. Encore une fois, je redis aussi très rapidement, les vertueux, qu'est-ce que la vertu? Qui peut dire qu'un tel est plus vertueux qu'un autre? Ce que je veux dire par vertueux, c'est quelqu'un ou quelques-uns qui ne traînent pas des grosses casseroles judiciaires, morales, politiques, etc., etc. Donc, on va éviter de traiter avec ces personnes-là. Et on va en prendre d'autres, tout simplement, hein, qui, justement, à un moment ou à un autre, ont donné leur démission parce que ces personnes n'étaient pas d'accord avec le système vers l'endroit où ils nous envoyaient. Donc, ces personnes qui ont donné leur démission constituent un excellent gisement pour aller chercher des personnes vertueuses ou des personnes qui ont agi avec leur conscience. Voilà, qu'on se le dise. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai répondu à ta question par rapport à la hiérarchie entre le Conseil constitutionnel et la Cour suprême du peuple. C'est clairement la Cour suprême du peuple qui est au-dessus du Conseil constitutionnel. Voilà. Alors justement, Philippe, comment va être composée cette Cour suprême du peuple souverain? Est-ce que les Français qui vont être tirés au sort seront tirés au hasard ou parmi des volontaires? Et est-ce qu'ils auront une rémunération ou une compensation par rapport à des gens qui travaillent, etc.? Oui. Absolument. Alors, mais ce ne seront en aucun cas des professionnels de la politique, puisque justement, on cherche à faire la démonstration qu'on n'a plus besoin de personnel politique professionnel, c'est-à-dire payé à temps plein pour ça, sur les deniers des citoyens. Donc oui, ces personnes seront appelées au hasard, mais dans le cadre d'un volontariat, bien évidemment, puisqu'on ne peut forcer personne à vouloir s'occuper des affaires de l'État. Nous avons en revanche bon espoir de séduire un certain nombre de candidats pour ce genre d'exercice,
puisqu'on fera de la politique autrement, et que contrairement à ce qu'on entend couramment aujourd'hui sur le mode la politique, je n'y comprends rien, c'est tous des ceci, tous des cela, et puis c'est des professionnels, donc je ne m'y intéresse plus. Justement, à partir de demain, il sera plus que normal de s'y intéresser, puisque là, les choses reviendront dans leur normalité, et les décisions qui seront prises par une émanation du peuple et pas par des représentants de ce même peuple. Voilà. Je ne sais plus quelle était ta question, mais voilà, il y aura un tirage au sort avec des personnes volontaires. Voilà, des personnes volontaires. Est-ce qu'ils auront une rémunération pour ce travail? Alors, est-ce qu'ils auront une rémunération? Ça s'appellera pas comme ça, parce que si on les rémunère, ça veut dire que ce sont des politiciens professionnels. En revanche, ils vont pour certains quitter un métier, quitter un job, pour un temps qui peut être un petit peu long. Hein, ça peut, sur des grands sujets, durer jusqu'à 12 mois, hein, pourquoi pas. Hein. Et ce sont des personnes qui seront convoquées physiquement, c'est-à-dire qu'on fera pas des zooms comme ce soir. Hein. Il y a une convocation physique. Donc, ça veut dire qu'il y a une contrepartie. Il est nécessaire de trouver une contrepartie financière pour défrayer ces personnes-là, un petit peu à la manière des révolutionnaires qui eux-mêmes étaient, je parle des révolutionnaires à partir de 1789 jusqu'en 1794, qui étaient rémunérés effectivement à la hauteur de l'argent qu'ils n'ont pas gagné en venant de leur province pour aller travailler sur Paris. Alors, ce sera un petit peu la même logique. On va effectivement les défrayer, tout à fait honnêtement, c'est tout à fait logique, et qu'ils puissent ensuite justifier de leur absence, soit dans le cadre d'une profession, ou justifier d'une perte de chiffre d'affaires si ce sont des indépendants. Donc voilà, bien sûr, il y aura un défraiement. Oui. Je suppose que ça n'arrivera pas au niveau des rémunérations actuelles des membres du Conseil constitutionnel. Alors justement, ça, on peut en parler si vous voulez, puisque j'ai exactement la rémunération, elle est de 13 000 €, sauf que les bases de cette rémunération, qui a plus que doublé en quelques années, sont totalement illégales, et si vous voulez, on va le regarder en vidéo, ça dure 3 minutes à peine. Ils sont les gardiens de la Constitution, le texte suprême, mais combien sont payés les sages du Conseil constitutionnel ? Ce soir, l'œil du 20h vous dévoile les fiches de paye les mieux cachées de la République. Et pour cause, une partie de cette rémunération serait illégale. Ils sont 9, nommés pour 9 ans, les plus hauts juges de la République. Ils contrôlent la constitutionnalité des lois, mais personne ne sait combien ils gagnent. En 2018, ce député a osé poser la question, il s'est cassé les dents. Ma question écrite était fort simple, hein. C'était quel est le montant annuel de rémunération des membres du Conseil constitutionnel, et on a eu une réponse extrêmement alambiquée. Le gouvernement n'a pas souhaité répondre précisément. Pourquoi un tel mystère ? Cette professeure de droit public pense avoir trouvé la réponse, plutôt gênante pour ceux qui incarnent la loi. Depuis 2001 et jusqu'à aujourd'hui, une partie de l'indemnité des membres du Conseil constitutionnel leur est versée sans fondement légal. Une rémunération sans fondement légal, car décidée en 2001 par une simple lettre de la secrétaire d'État au budget de l'époque, alors que la loi demandait de passer devant le Parlement. En application de l'article 63 de la Constitution, seul le législateur organique, donc le Parlement, les députés et les sénateurs, sont compétents pour créer une nouvelle indemnité au profit des membres du Conseil constitutionnel. Et là, il n'y a pas eu de débat parlementaire, il n'y a pas eu de création d'une indemnité par le législateur organique, par le Parlement. L'indemnité a été créée par un secrétaire d'État au budget. Contactée, Florence Parly n'a pas souhaité commenter cette lettre. Mais pourquoi cette décision à l'époque ? Longtemps, les sages n'ont payé l'impôt que sur la moitié de leur indemnité. En 2001, ils demandent la fin de cet avantage fiscal. En compensation, ils sont augmentés par le ministère du Budget. Résultat, sur ces feuilles de paye transmises début juin par le Conseil constitutionnel et que nous sommes les premiers à révéler, la rémunération des sages est passée de 6 563 € mensuels en 2000 à 9 770 € en 2001. 19 ans après, leur paye a continué d'augmenter. Si l'on en croit la déclaration d'intérêt de Nicole Belloubet, elle-même ancienne membre du Conseil, les sages gagneraient aujourd'hui plus de 13 000 € net par mois. Avec toujours le même problème légal, c'est ce que dénonce l'Observatoire de l'éthique publique fondé par René Dosière. Il se trouve que le montant est fixé sur une base qui est tout à fait irrégulière. Et donc on considère que pour le prestige et l'autorité de l'institution, il faut quand même que son fonctionnement et donc la rémunération de ses membres soit fixée sur une base légale.
Contacté, le Conseil reconnaît l'existence d'un débat juridique sur la rémunération de ses membres, mais souligne que ces comptes sont transparents. L'enveloppe globale des salaires, sans détail individuel, est communiquée chaque année au Parlement. Une nouvelle loi devrait bientôt clarifier la situation. Privilèges et autres prébendes. Alors sur les rémunérations, moi j'ai envie de dire des choses un peu générales. On mesure l'état de la démocratie à la manière dont les représentants ou les émanants sont rémunérés, justement. C'est-à-dire que plus la base est large, et moins les rémunérations sont importantes, et inversement, plus on va vers un gouvernement où ce sont quelques personnes qui dirigent, évidemment, on constate l'inverse, c'est-à-dire que les émoluments augmente. Là, ce que je note quand même au passage dans le reportage qu'on vient de voir, c'est d'une part l'illégalité ou l'irrégularité des choses, ben, ça c'est clair, et d'autre part que ces messieurs, à un moment donné, ont souhaité par vertu, j'imagine, payer des impôts, c'est-à-dire faire en sorte, bah oui, je suis d'accord pour payer des impôts parce que je suis député, c'est pas normal, je suis tous les matins critiqué parce que je ne paye pas d'impôts, donc je veux payer un impôt. Mais par contre, ce qui n'est pas dit dans la chanson, c'est qu'il veut bien payer l'impôt à condition que ce soit la nation qui le paye. C'est-à-dire qu'il s'augmente d'autant qu'il est nécessaire pour en fait disposer d'un revenu net équivalent à ce qu'ils avaient avant lorsqu'ils ne payaient pas d'impôts. Je crois qu'on voit les mêmes phénomènes chez les footballeurs professionnels en première division qui veulent bien être payés 100, mais à condition que ce soit 130 ou 140 ou 150 parce qu'il y a l'impôt local. Voilà, donc c'est à peu près la même démarche intellectuelle. Donc, on est dans une sorte de biais, on est dans une sorte de faux semblant, de poudre aux yeux, qui nous laisse à penser que ces messieurs payent des impôts comme nous, mais en fait, c'est nous qui les payons à leur place, quoi. Donc voilà. Donc, pour revenir sur la rémunération, elle est inversement proportionnelle à la valeur démocratique d'un État, quoi. C'est-à-dire que plus l'État est démocratique, moins les politiciens sont payés. Et ils ne sont pas payés pourquoi? Parce que par ailleurs, ils ne devraient pas être des professionnels. Ou alors les professionnels, ce sont les chargés, les directeurs de cabinet qui sont pas des politiciens, qui sont des administrateurs. Ceux-là, oui, c'est normal qu'ils soient payés régulièrement par l'État, mais ils ne sont pas politiciens. Les politiciens, comment dirais-je, ils ont vocation à changer d'une élection à l'autre. Donc, ils estiment que cette volatilité de leur job, elle doit être compensée par des rémunérations qui leur permettent de thésauriser pendant les périodes où ils ne sont pas aux affaires, où ils ne sont pas élus. C'est une logique qui n'engage qu'eux, qui n'a jamais été discutée et qui est fort discutable justement, puisque nous apercevrons, nous, que d'une part, c'est effectivement un consortium de personnes physiques tirées du peuple, venant du peuple par tirage au sort, ou bien également pour la désignation de leurs compétences choisies par les gens d'un premier gouvernement. Eh bien, toutes ces personnes-là, elles vont avoir des rémunérations qui seront certes correctes, mais qui ne seront pas la source inépuisable d'une rémunération sans fond et attachée uniquement à leur volonté, quoi, puisque c'est eux les patrons. Ça ne se passera donc pas comme ça. Les patrons, c'est en dernière analyse la Cour suprême du peuple souverain qui, bien entendu, participera à la désignation de la rémunération des uns et des autres lorsque les personnes tirées au sort, volontaires et tirées au sort, seront requises pour répondre à des questions pendant quelques mois ou peut-être une année complète, je ne sais pas. Et donc, il est bien normal, comme je le disais tout à l'heure, qu'elles soient défrayées, mais il n'est pas normal qu'elles fassent des fortunes somptuaires sur le dos de l'argent des contribuables. Voilà. Alors, contribuable, c'est un mot qui va devoir disparaître, puisque l'impôt sur le revenu n'est pas prévu dans le tableau, puisque les rémunérations principales de la gouvernance, du gouvernement, c'est-à-dire de l'État, viendront de la TVA flexible, comme nous l'avons souvent dit. Donc l'essentiel de la ressource viendra de là. On voit des pays comme les États-Unis d'Amérique où il est question de revenir sur l'impôt sur le revenu, qui est une invention qui est totalement anticonstitutionnelle aux États-Unis, qui a été créée en France dans les années 1912-1913, si ma mémoire est bonne. C'est le fameux comment s'appelait-il? C'était un monsieur Caillou, donc, qui était à l'origine de cette invention de l'impôt sur le revenu en France. Voilà. Et il avait probablement des accointances avec la City de Londres et probablement avec la Réserve fédérale qui, à la même époque, a été créée. Il y a comme ça des choses, des hasards, des concomitances qui ne sont pas justement des hasards. Donc voilà. Donc
l'impôt sur le revenu, l'idée générale, c'était de faire en sorte qu'un État ne puisse pas faire faillite. C'est-à-dire que si des particuliers avaient des créances sur un État, il était important à un moment donné de pouvoir se dire, bah, cet État, il a de l'argent. Or, s'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'argent. Voilà. Et aux États-Unis, l'impôt n'avait pas été jugé légal. C'est-à-dire que chacun vivait sa vie aux États-Unis, il payait ce qu'il avait à payer, et les revenus de l'État étaient payés par d'autres choses que par l'impôt sur le revenu. Et voilà. Et c'était comme ça. C'était légal. Et en France, ça a été instauré à peu près à la même période. Voilà. Est-ce que Donc, tout ça, je peux ajouter quelque oui. chose? Au niveau de l'impôt sur le revenu, au niveau du CNT, je pense qu'il serait bon d'ailleurs que toutes les rémunérations des gens qui participeront à la Cour suprême du peuple, et même d'une manière générale qui participeront aux commissions qui remplacent les ministères, soient connues, que tout soit clair, que tout soit transparent, que les noms soient connus et que tous les débats, toutes les réunions qui auront lieu, toutes les discussions soient filmées, télévisées et présentées au public en temps réel. Je pense que ça serait bien. Oui, il y aura un souci de transparence, bien entendu. Dès l'instant où, comme on dit, on n'a rien à cacher, on peut tout montrer. Bon, voilà. Encore une fois, on est sur un exercice en 3 ans. Donc, en 3 ans, il va se passer beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup de chamboulements. On va faire appel à des personnes qui auront préalablement été identifiées comme s'étant rebellées contre le système en cours, ou simplement ayant jugé, ayant trouvé que ce système montrait suffisamment d'aberrations et d'irrégularités, comme on l'a vu dans ce reportage au sujet de la rémunération du Conseil constitutionnel, en l'occurrence, je crois. Mais il y a d'autres scandales bien plus importants qui ne sont pas présentés dans des reportages sur France Télévisions, parce que ça mettrait le feu aux poudres immédiatement. Donc, évidemment, que tout n'est pas dit. Mais de temps en temps, on nous en lâche un petit peu pour nous dire, ah, il y a des irrégularités à tel endroit, il est question de les combler, etc. Ça donne l'impression qu'on est dans la vérité. Ça donne l'impression aux Français qu'ils sont dans une démocratie et qu'on leur dit tout. Évidemment que c'est la partie émergée de l'iceberg qu'ils aperçoivent et pas du tout le reste. Donc, nous, on est plus au courant du reste. Voilà, de tout ce qui concerne le reste. Donc voilà, d'où la nécessité de changer de paradigme. Aujourd'hui, nous disons, il n'y a plus de possibilité pour continuer dans une république, une cinquième en l'occurrence, qui nous emmène dans le mur, dans lequel nous sommes déjà, et que ces tyrannie sanitaire doit être challengée, doit être contestée, et pas simplement en criant des insanités dans la rue, mais avec des textes qui sont parfaitement, qui rappellent à la loi, qui mettent devant leurs responsabilités ceux que nous avons élus et les juges, que nous n'avons pas élus en l'occurrence, et de façon à ce qu'à un moment donné, un vrai dialogue s'instaure et qu'il y ait une discussion sur le plan national, voire international, pourquoi pas. Le cas de la France au milieu de l'international, ça ne me choquerait pas. Aujourd'hui, il y a des pays qui nous regardent avec étonnement en disant, mais comment se fait-il qu'en France, ils en soient encore à tel niveau par rapport à l'obligation vaccinale, alors que nous avons mis tout ça dehors? Comment se fait-il qu'en France, ils en soient encore au pass sanitaire, alors que nous l'avons mis à plat, nous l'avons mis par terre, pardon, dans notre propre pays? Je pense à des pays comme la Russie, je pense à des pays comme le Danemark, qui ont mis par terre le projet du pass sanitaire, qui est un projet mondial tout de même. Voilà, donc moi, ce que je voudrais mettre en avant par rapport à ça, c'est qu'au sein du CNT, concernant notamment le pass sanitaire, qui est une urgence absolue, c'est-à-dire que derrière ce pass sanitaire se trouve la vie et la mort d'entreprises, la vie et la mort économique d'un certain nombre de personnes. Et quand je dis un certain nombre, c'est la majorité des personnes. C'est soit j'adhère, soit je vais me faire effectivement tester, vacciner, etc. Soit j'ai mon pass, soit je meurs. C'est aussi simple que ça. Des gens aujourd'hui se font appeler par téléphone par la sécurité sociale pour savoir s'ils ont bien été vaccinés. Est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays démocratique qu'une personne charmante vous appelle pour vous demander, alors qu'elle connaît parfaitement la réponse, si oui ou non vous avez été vacciné? Donc là, on est quand même dans une logique de chasse, alors pas aux sorcières, mais à ceux qui ne sont pas encore vaccinés, de chasse vis-à-vis de ceux qui n'ont pas encore le pass. Et puis surtout, aujourd'hui, on s'aperçoit que celles et ceux qui ont le pass sanitaire, eh ben, eux croyaient qu'ils allaient pouvoir accéder à tout, eh bien ça marche pas. Ça marche pas du tout. Alors là, il y a effectivement tromperie sur la marchandise, car celles et ceux qui ont remis leur espoir contre un vaccin dont on dit que finalement il serait pas si intéressant que ça pour la santé à court terme et à moyen terme, et à long terme a fortiori, mais qu'on accepte quand même parce qu'on veut pouvoir sortir le soir, parce qu'on veut pouvoir travailler où on veut, parce qu'on veut pouvoir voyager à peu près où on veut dans le monde, etc., etc. Donc ce sont des consentements qui ont été arrachés
et je dirais presque dans le cadre d'une extorsion, c'est-à-dire que le contrat, c'est ça, c'est soit vous avez la piqûre, soit vous n'avez pas de passe et vous êtes socialement déclassé. Bien là, il y a un certain nombre de personnes qui disent non, on ne veut pas de ce chantage, on n'en veut plus. On ne sait pas pourquoi ça marche pas, on ne sait pas pourquoi ce qu'il y a dans ce vaccin, on n'en sait rien. On n'est pas franchement, comment dire, intéressé par la chose vaccinale, mais ce qui nous gêne, c'est que le contrat est rompu, on nous avait dit que, et ça ne se passe pas comme ça. Donc il y a une tromperie, et en plus il y a tout un tas de bruit qui court, comme quoi c'est une vaccinade, c'est quelque chose de relativement périlleux, quoi. Il y a tout un tas d'informations qui courent sur le sujet. Bon. Donc, justement, à ce sujet, je t'interromps 2 minutes, oui. Philippe. Il y a plusieurs vidéos qui ont circulé de personnes qui sont des donneurs de sang et qui se sont vus refuser de donner leur sang parce qu'ils étaient vaccinés. Donc, c'est bizarre, ça. Comment se fait-il qu'on leur refuse de donner leur sang parce qu'ils sont vaccinés? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ces vaccins qui fait que des organismes officiels refusent à ces personnes de donner leur sang? Question que je pose. Excellente question. Et il n'y a pas que cet organisme officiel, il y a aussi les assurances. Les assurances, appelez vos assureurs, allez voir quelle serait éventuellement votre prise en charge si jamais il s'avérait que vous ayez, suite à une vaccination, contracté un certain nombre d'effets secondaires indésirables. C'est ça que les assureurs aujourd'hui vous disent. Voilà, donc ça veut dire que les assureurs sont plus au courant que l'État, que vous, que nous tous. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Il y a un certain nombre d'instituts effectivement qui disent attention danger. On parlait à l'instant de la carte verte italienne. La carte verte, voilà, que tu citais tout à l'heure en français. Donc voilà. Le passeport vaccinal. Le passeport vaccinal, merci beaucoup. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ce passeport vaccinal, il n'est pas forcément accepté même par l'ordre des médecins en France. L'ordre des médecins en France, qui n'a pas franchement la réputation de se dresser contre, en tout cas jusqu'à maintenant, contre les décisions d'État. Là, il semblerait que le passeport vaccinal santé, il a fait l'objet tout simplement d'un arrêt fixe, quoi. Non, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que l'ordre des médecins lui-même n'est pas d'accord. Donc, comment se fait-il que nous soyons obligés, nous, en tant que citoyens, d'obéir à des directives qui sont des directives politiques, qui elles-mêmes sont censées s'asseoir ou s'adosser à des informations médicales et scientifiques? Comment se fait-il que ces informations médicales et scientifiques remontent viciées, hein, c'est-à-dire c'est pas les bonnes, au pouvoir politique et qui prend des obligations qui sont contraires à la réalité du terrain, qui sont contraires à la réalité médicale, qui sont contraires tout simplement à l'avis de l'ordre des médecins. Comment ça se passe tout ça? Voilà, c'est ce qu'on voudrait savoir. Et comment se fait-il que dans un pays comme l'Italie, qu'on citait tout à l'heure, hein, avec le Green Pass, effectivement, où on a vu un certain nombre de parlementaires, tout simplement défiler comme de simples citoyens à l'intérieur de l'Assemblée pour dire non, on veut pas du pass, on veut pas du pass. Alors, petit problème, ils veulent pas du pass, mais est-ce qu'ils savent expliquer pourquoi ils veulent pas du pass? Alors, j'ai soulevé un coin du voile tout à l'heure en disant que s'il y avait une sorte de rupture de contrat moral entre le fait d'avoir le pass vaccinal et de pouvoir faire ce qu'on veut. Or, on s'aperçoit qu'on a le pass vaccinal, mais on va être traité exactement comme si on n'était pas vacciné. Hein, c'est-à-dire, sauf qu'on va pas être montré du doigt, mais on ne pourra pas sortir non plus, on va être confiné quand même, enfin, etc., etc. Donc, il y a des théories qui disent à peu près une chose et des théories qui disent à peu près le contraire, qui sont toutes retenues par l'État pour faire quoi? Pour nous obliger, pour nous mettre dans une obligation, pour nous mettre dans des carcans, pour nous priver de liberté. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit, c'est un constat. Donc, voilà. Donc, comment fait-on pour avancer avec ça? Alors, nous avons au sein du CNT un certain nombre d'écrits juridiques qui nous expliquent comment, pourquoi toutes ces décisions-là sont fausses, sont faussées, sont mal vues, sont pernicieuses, etc. Voilà. Alors, je rappelle quand même, à toutes fins utiles, à toutes les personnes qui nous regardent et qui se posent tous les jours la question de savoir comment on peut, d'un point de vue juridique, s'opposer au pass vaccinal, s'opposer à la vaccination, évidemment, s'opposer aux tests quand c'est nécessaire, etc., etc., etc. Or, nous avons des documents comme celui-ci. Voilà. Laissez-passer, exemption totale des mesures Covid. C'est un laissez-passer.
Je ne fais que vous le montrer, hein. Je ne vais surtout pas vous le lire, parce que c'est à vous d'en prendre connaissance, vous, chers auditeurs, et que c'est là que se trouve la clé de la solution, hein, pour avancer ensemble. J'entends beaucoup autour de moi qu'il y a tout un tas d'associations qui créent ce genre de documents. Alors, soit elles ont créé des documents en copiant les nôtres, c'est aussi simple que ça, soit elles ont réinventé la roue, si je puis me permettre cette expression, c'est-à-dire qu'elles ont retravaillé, elles ont bûché là-dessus de façon indépendante et elles sont arrivées exactement aux mêmes conclusions que nous et à des documents qui disent à peu près la même chose sous des formes différentes. Je continue avec ce document-là, qui est la manière voilà, de porter plainte contre une amende liée au Covid, à la Covid-19. Je continue. Ça va pas être très long, hein, c'est juste avec des documents comme ça, qui s'appellent comment? Qui s'appellent Force publique, libérez-nous, non au crime contre l'humanité. Je suis désolé, mais entre avoir une banderole qui dit on en a marre, qui dit on n'est pas content, ou qui dit on veut pas de la piqûre, et une banderole qui dit non au crime contre l'humanité, il y a un monde. Il y a un monde de connaissances, tout simplement. Et ces connaissances, on va vous les donner sur le document qui est là. C'est-à-dire, pourquoi y a-t-il crime contre l'humanité? Tout est marqué là. D'accord? Ensuite, on continue. Marche de libération. Tous devant les gendarmeries et commissariats. Non au crime contre l'humanité. Voilà. Il faut savoir pourquoi on défile dans la rue. Il y a 2 millions de personnes, peut-être 4, peut-être 5, je ne sais pas. Les chiffres varient selon les sources. Mais ça veut dire qu'il y a énormément de Français qui sont dehors. Donc ces Français, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils sont dans la rue. Ils le sont par réflexe, ils le sont par instinct, peut-être grégaire aussi, hein, je ne sais pas, mais il faut qu'ils comprennent. Et c'est pas des livres et des livres qu'on leur demande d'ingurgiter, ce sont quelques textes vers lesquels nous les renvoyons et dont ils trouveront également la copie, évidemment, sur notre site. Et je termine avec Conseil national de transition, passe sanitaire et mesures Covid, comment s'en libérer également. Voilà, document également disponible, hein. C'est une page, hein. À chaque fois, c'est une page. Donc voilà des titres de documents qui sont mis en avant, qui permettent à chaque citoyen de savoir quoi répondre, d'opposer quelque chose à un gendarme, à un juge d'instruction, à un préfet, pourquoi pas, de les rappeler tout simplement à ce qui est la loi, à ce qui est leur loi. Donc ils édictent des règles et ils les transgressent eux-mêmes. Voilà pourquoi nous sommes relativement forts au sein du CNT, parce que nous avons choisi d'avancer avec le droit et seulement le droit, et nous avons également choisi d'avancer avec la paix. Voilà, donc qu'on nous accuse pas de vouloir faire des choses un peu folles en allant vers l'Élysée, ça n'est pas du tout notre intention, ça n'est pas du tout notre intérêt. En revanche, nous en appelons clairement à la gendarmerie, dont tout à l'heure Bruno nous a expliqué que ces gendarmes sont parfaitement au courant des choses, au travers notamment de documents, comment dirais-je, de sites internet, qui les informent tout simplement. Ils sont informés par leurs propres canaux, ces gens-là, hein. Eh ben, nous leur disons, puisque vous êtes informés, puisque vous savez les choses, puisque les choses sont en train de bouger, eh bien, nous avons besoin de votre aide pour libérer le peuple, car vous êtes au service de la population. Je vous le rappelle dans votre mission. Enfin, nous vous le rappelons. Voilà. Donc nous en sommes là. Les gendarmes avec nous, c'est la moindre des choses. C'est eux qui vont faire bouger les choses. C'est eux qui, à un moment, vont faire la bascule, sachant qu'il y a déjà 2 millions de personnes dans les rues en France aujourd'hui. Voilà. Et que faire de plus, que faire de mieux? Dire aux gens, restez dans le calme, remplacez, si vous le voulez bien et si vous le pouvez, autant que faire se peut, la colère, qui est tout à fait naturelle lorsqu'on découvre un certain nombre de trahisons. Remplacez cette colère par la connaissance. Et quand vous aurez la connaissance des choses, quand vous saurez pourquoi ces choses sont arrivées, à ce moment-là, vous basculerez de la colère à l'action, et l'action qui sera irrémédiable pour celles et ceux qui nous surveillent pour l'instant. Voilà ce que je voulais dire jusqu'à maintenant. À vous, messieurs. Et il est vrai, Philippe, que compte tenu de ce qui se passe actuellement, nous avons des 9 sages donc, du Conseil constitutionnel qui sont rémunérés 13 000 € par mois et qui n'ont pas été capables ou qui n'ont pas voulu, mais disons que ça serait étonnant qu'ils ne soient pas capables. Enfin, ils n'ont pas voulu tenir compte de toutes ces lois qui sont violées, de la plus importante loi, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme, jusqu'à la moins importante, jusqu'à certains articles du Code de déontologie, etc., que tu as cités. Et donc, ils n'ont pas tenu compte de tout ça. Donc, il y a 2 explications à ça. Soit ils sont incompétents, ce qui paraît un petit peu étonnant,
Soit ils sont totalement complices du système, et donc suite à ça, si la plus haute autorité de l'État français ne respecte pas les lois qui gouvernent entièrement la population, eh bien la population, elle est en droit de totalement se soulever, mais sans violence, c'est-à-dire uniquement par le droit. C'est à la population française de rappeler à nos gouvernants et au Conseil constitutionnel toutes ces lois qui sont violées. Et donc, il faut absolument que la population manifeste, non pas uniquement pour leur réclamer la liberté, ce qui est un peu stupide, parce qu'on ne va pas réclamer à des tyrans une liberté qu'ils nous refusent, mais il faut aller toquer à la porte des forces de l'ordre, gendarmes, policiers, armées, libérez-nous, redonnez-nous la liberté, sans violence. Voilà ce que je voulais Absolument. dire. Absolument. Alors, je crois qu'au sein du CNT, aujourd'hui, on donne un modèle à un certain nombre de groupes qui réfléchissent sur l'urgence, sur l'importance. Je ne vais pas les citer. On est contacté parce qu'on s'aperçoit qu'au sein du CNT, on a déjà fait le métier, comme on dit, on a déjà fait le travail de réflexion, d'information, de production de documents administratifs et en particulier juridiques, qui vont dans le bon sens et qui permettent à chaque citoyen de se battre. Donc, à force de découvrir les mêmes choses, maintenant, on va bien finir par représenter une masse humaine relativement comment dirais-je, importante. On a besoin de tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petites gens, il n'y a pas de gens qui sont capables de comprendre et les autres non. Il y a simplement des gens qui s'intéressent et qui, lorsqu'ils se tournent autour d'eux, ils ne voient pas les réponses. Ils n'ont pas les réponses. Quand ils vont quand ils vont voir la télévision, ils se font absolument massacrer le cerveau, lessiver le cerveau. Voilà. Donc, une chaîne comme la nôtre, une association comme la nôtre est très importante parce que justement, elle est à l'origine de la formation des autres. Et si on peut aider les autres, quand je dis les autres, ce sont des d'autres groupes, tout simplement, hein, d'autres associations qui vont dans la logique de comprendre, qui font le métier de comprendre. Eh bien là, on doit leur faire prendre une accélération terrible. Il faut qu'ils viennent vers nous, on leur délivre les informations, notre site est accessible, ils peuvent aller chercher tous les documents que j'ai montrés à l'écran, ils sont absolument accessibles. Et à partir de là, c'est à eux de faire leur choix. Voilà. Et je constate que ça commence à marcher, puisque on n'a jamais eu autant de monde dans les rues en France, en particulier pendant un mois d'août, et en particulier pendant la semaine. C'est-à-dire que maintenant, on en est aux semaines. On n'est plus dans la promenade du samedi ou du dimanche. On est dans les manifestations en semaine. Voilà ce que je veux dire. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est d'associer en quelque sorte la réflexion et une réflexion aboutie depuis des années avec l'action aujourd'hui qui est nécessaire. Et simplement, l'action aujourd'hui, c'est de dire, nous sommes dans notre droit, nous, peuple. Notre gouvernement montre tous les jours qu'il transgresse des lois que lui-même a parfois écrites. Et nous faisons appel légitimement aux forces publiques pour arbitrer, si je puis dire, ce conflit naturel ou surnaturel, je ne sais pas comment l'appeler, où on impose à toute une population de se faire piquer alors que jusqu'à maintenant c'était une option, et où tout le monde se pose la question du pourquoi c'est une obligation. Le prétexte sanitaire est quelque part tombé, car nous savons que désormais que ce Covid-19 reste à découvrir et qu'aujourd'hui on cherche le coupable. On n'a pas trouvé de Covid-19, on n'a pas isolé sous des lamelles de microscope, en tout cas à partir notamment de corps humains, hein, parce que c'est ça qui fait foi. C'est pas la fabrication chimique d'un produit, donc non naturel, c'est ce qu'on trouve dans un corps humain. Or ça, on l'a pas trouvé. Donc à partir du moment où la récrimination, où la gronde est importante dans un peuple, on va aux sources. On retourne aux sources, on va chercher la véracité, on va chercher pourquoi on nous a dit tout ça. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais cherché pourquoi. Parce que tout simplement, le frigo est plein, la voiture aussi, elle est pleine de gazole, on a du travail, bon, ça se passe à peu près bien. Et puis quand ça se passe moins bien, on se gratte la tête, il y a un problème. Et puis quand ça se passe plus bien du tout, comme c'est le cas en ce moment, là, on remonte à la source des informations. Là, on va chercher la raison. Là, on va chercher l'origine du mal, en quelque sorte. Hein. Et on tombe sur des informations qui nous font tomber à la renverse, du genre, mais Covid-19, mais
quel Covid-19 sera-ce 2, mais quel sera-ce 2? On ne sait pas. Donc, il y a tout un tas d'organismes qui ont mis fin à cette croyance, car c'est une croyance qu'il existerait un virus qui a terrassé la moitié de la population mondiale, alors qu'en fait, quand on voit les chiffres, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de pandémie, etc., etc. Donc, tout ça doit être remis à plat, doit être remis pour être frappé au coin du bon sens. On a perdu le bon sens, on a perdu la bonne direction aujourd'hui. Par contre, tout ce qu'on constate, c'est que le discours ne tient plus la route et que ce qu'on nous annonce tous les jours n'est plus cohérent avec la simple logique et la vérité. Bon voilà, donc il y a une perte de confiance, c'est évident, entre des gouvernants et des gouvernés. Donc, nous sommes les gouvernés. Quant au gouvernement, on l'appelle les surveillants aujourd'hui parce qu'ils sont là pour surveiller que nous allons bien dans la bonne direction, celle qu'ils ont choisie pour nous, c'est-à-dire de nous piquer. Bon voilà, donc bonne chance à tous. Si vous avez des idées pour faire remonter tout ça auprès du gouvernement, bah, c'est le moment. Alors justement, Philippe, je voulais en profiter pour dire bravo à toutes les personnes qui nous suivent de plus en plus nombreuses et toutes les personnes qui relayent nos émissions, notamment Didier Julien Garofalo et d'autres personnes, parce que nous sommes suivis maintenant au Canada, nous sommes suivis en Belgique, nous sommes suivis au Luxembourg, nous sommes suivis en Suisse et nous sommes suivis en Allemagne et aussi enfin en Espagne. Donc, de plus en plus de gens suivent les émissions du CNT, de plus en plus de gens s'éveillent et de plus en plus de gens ont envie aussi de créer un CNT dans leur propre pays. Donc, bravo à tous et merci. Une décision très lourde de conséquences que celle prise par le Conseil constitutionnel qui valide la ségrégation en France. Forces publiques, libérez-nous, non au crime contre l'humanité. Merci Bruno, merci Philippe. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Notre prochain rendez-vous avec l'actualité, lundi 20h30. Français, forces publiques. Passe sanitaire et mesures Covid. Comment s'en libérer légalement? Le Conseil national de transition, c'est la voix du peuple. www.conseilnational.fr. Nous allons tout droit vers une guerre civile avec ses dangers mortels, car elle est manifestement provoquée. Une fois déclenchée, elle pourrait ne pas être contrôlée. Il faut réfléchir avant d'allumer un incendie. Or, il existe une solution légale et légitime qui préserve la paix civile. La solution, c'est le Conseil national de transition CNT, qui permet de rallier les corps constitués, notamment les forces publiques, en toute légalité et légitimité, d'installer un nouveau mode de gouvernance transitoire légitime, de mettre en œuvre le programme de transition déjà validé par une émanation du peuple, de permettre aux Français, au bout de 2 à 3 années de transition, d'écrire eux-mêmes une nouvelle constitution pour un changement complet de système. Le Conseil national de transition CNT, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est ni un parti politique, ni une religion, ni une secte, ni une milice. Le CNT est composé de simples citoyens et est totalement indépendant. C'est un organe de droit international public qui permet à un peuple oppressé de se libérer. Donc, suite à la disparition de la Constitution depuis au moins 2008, la France est soumise à une oppression notoire par des occupants sans droit ni titre qui vont jusqu'à commettre des crimes contre l'humanité, dont un génocide. C'est pourquoi en 2015, pour la France, Éric Fiorilde a déclaré le CNT à l'ONU. Le CNT est alors devenu la seule autorité publique légitime représentant la souveraineté du peuple. Sa notoriété grandissante s'étend sur tous les canaux de diffusion d'Internet. Le Conseil national de transition, CNT, une fois installé, est la solution qui va permettre de restaurer l'état de droit, de redéfinir les bases de la société française en créant un nouveau vivre ensemble dans l'intérêt du bien commun et ce dès demain en France. Il permet au peuple de prendre enfin en main sa souveraineté pacifiquement, indépendamment de tous les professionnels de la politique politicienne et de retrouver une vie pleine, heureuse et abondante dans l'unité. Toute autre forme de prise de pouvoir serait qualifiée de coup d'État par l'ONU. Tous les Français conscients de la situation de la France et du monde sont donc bienvenus au Conseil national de transition, au CNT, pour défendre leurs droits au quotidien et pour participer au changement de paradigme. Comment installer le Conseil national de transition, CNT ? Pour cela, il faut continuer à rappeler aux Français que la Constitution a disparu et qu'ils sont victimes de fraudes antidémocratiques, scientifiques et d'agissements criminels des gouvernants illégitimes. Il faut inviter tous les Français majeurs à proposer leurs compétences pour participer ensemble à la transition politique organisée par le Conseil national de transition.
Rappeler aux forces publiques leur devoir, dans l'intérêt supérieur de la nation, de sauvegarder la population et de libérer immédiatement les Français de l'oppression en mettant en place le CNT, voir notamment le document Que dit la Constitution sur www.conseilnational.fr. Enfin, demander aux Français d'en appeler aux forces publiques qui leur sont restées fidèles. Pour toute information, www.conseilnational.fr. Le Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr.